Bonjour à toutes et tous et merci d'être des nôtres pour ce premier épisode du Balado du Limace. Aujourd'hui, on a le plaisir de recevoir Madame Stéphanie Leduc, la directrice générale du regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle. Bonjour Stéphanie. Bonjour, Comment ça va aujourd'hui? ça va très bien. Bien contente de participer à ce premier balado du RIMAS. Oui, premier, mais non le moindre, on l'espère. Mhm. Donc, parle-nous un peu de toi, Stéphanie. Depuis combien de temps as-tu repris la direction générale du RIMAS? Depuis le 2 octobre 2017, donc ça fait un petit peu plus que 5 ans là, que je suis en poste à la direction générale du RIMAS. Donc, bien contente d'être en poste et je suis encore très motivée par toutes les fonctions qu'on a à accomplir. Oui, parce que peu de personnes le savent, mais ça fait quand même 25 ans que le RIMAS existe, là. Effectivement, le RIMAS a été créé en 96. En 2021, on a fêté justement les 25 ans du RIMAS. Dans le fond, le RIMAS a été créé, a été mis sur pied par différents intervenants qui travaillaient dans les différents milieux là, qui travaillaient auprès des auteurs d'agressions sexuelles. Donc, il n'y avait pas de service organisé, je dirais, ou plutôt d'un regroupement, une association. Et les gens travaillaient en silo, sans trop d'occasions d'échange, et il y avait un manque à ce niveau-là. Donc, plusieurs acteurs des différents milieux qui se sont réunis pour créer le RIMAS. Donc, il a vu le jour en 96. Et donc, depuis, là, ça a évolué, le RIMAS, mais toute la mission, les objectifs qui avaient été établis dès le départ, là, ils sont toujours à jour et on travaille toujours très fort là, pour atteindre ces objectifs et remplir la mission. Oui, tout à fait. Avant de passer un peu là, au but du RIMAS et qu'est-ce qu'il y en est en fait de ce regroupement-là, est-ce que tu voudrais nous parler un peu de ton bagage professionnel à toi? Ben oui, pourquoi pas. Dans le fond, moi, j'ai un baccalauréat en sexologie. Je l'ai obtenu en 95 et et à ce moment-là, en 95, il n'y avait pas tant d'ouverture. On n'était pas en pénurie de personnel, mais plutôt en pénurie d'emploi dans le milieu social. Et une amie avec qui j'ai fait mon baccalauréat, qui est Manon Bergeron, qui est maintenant professeure, chercheur à l'Université du Québec à Montréal, qui offre le programme de sexologie. Alors, elle et moi, on a fondé une petite entreprise qui s'appelait Mon Jardin Secret et c'était un service d'éducation, d'intervention et de prévention. Donc, on développait différents programmes liés à la sexualité et on offrait, dans le fond, on répondait aux besoins de différentes organisations, soit scolaires ou encore communautaires. Et donc, on a travaillé à l'époque beaucoup dans les écoles où on faisait des ateliers de prévention, de sensibilisation. Et c'est pour faire un petit lien avec ce qu'on fait maintenant comme travail. Donc, Manon, elle est spécialisée au niveau de la victimologie. Donc, elle a travaillé beaucoup, beaucoup auprès des victimes d'agressions sexuelles. Moi, à cette époque-là, je ne m'intéressais pas nécessairement à l'agression sexuelle comme telle, là, mais il reste que quand on allait faire nos présentations, donc nos ateliers, elle penchait plus pour faire de la prévention auprès des victimes. Et moi, je me disais tout le temps, oui, mais les messages, il faut que les futurs auteurs les entendent. Là. Et fait que Ben oui. j'avais comme déjà un pied là-dedans, même si c'était pas mon arrivée au RIMAS, là, c'était pas Oui, oui. mon parcours professionnel ne se dessinait pas nécessairement vers là, mais c'est juste un petit clin d'œil. Là, fait que, c'est ça que j'ai fait. On a tenu cette entreprise-là peut-être pendant à peu près 2 ans, mais étant donné que tous les services psychosociaux puis la prévention n'étaient pas aussi je dirais, à la mode là, qu'aujourd'hui. Donc, on a fait des choix différents. Elle a continué de son côté, moi aussi. Donc, moi, j'ai fondé ma famille. En parallèle, je continuais à donner quelques conférences et donner des cours prénataux, le Oh. volet sexualité des cours prénataux. Et par la suite, bon, j'étais entrepreneur aussi. Je suis une personne très
qui est intéressé par beaucoup de choses, donc tout ce qui est organisation, gestion, etc. Donc, et c'est ça. Puis par la suite, en 2005, je suis arrivée dans le milieu de la délinquance sexuelle, c'est-à-dire que j'ai commencé à travailler au CETAS, qui est un des membres là, du RIMAS, donc qui est situé dans les Laurentides. Et je suis restée autour de 8 ans là, au CETAS et j'étais coordonnatrice de l'organisme. Donc, je coordonnais les services, les relations partenariales et en parallèle, toujours au CETAS, mais j'étais intervenante dans les groupes des adolescentes victimes d'agressions sexuelles. Alors, puis, dès que j'ai commencé à travailler au CETAS, c'est toujours drôle à dire, mais j'ai vraiment tombé en amour avec la délinquance sexuelle. Je trouvais que les actions, les services qui étaient offerts, c'était d'une importance, une grande importance. Et donc voilà, fait que c'est comme ça que j'ai connu davantage la délinquance sexuelle. Et par la suite, j'ai fait un tour aussi dans à la commission scolaire dans un programme d'intervention en dépendance. Et avant d'arriver au RIMAS, j'ai été directrice générale de 2 maisons de jeunes. Donc, je travaillais à la restructuration des maisons de jeunes et développer le partenariat, l'offre de services. Et puis par la suite, l'offre d'emploi est arrivée au RIMAS. Là. Donc, je suis bien contente. Là. Je pense que je suis arrivée, je ne dis pas que c'est la dernière, je ne suis pas arrivée à ma retraite, mais ce que je veux dire, c'est un bon objectif dans ma vie. Je suis très contente de où je suis présentement. Oui, vraiment. Puis on dirait que votre parcours vous a vraiment mené, chaque petite chose que vous avez fait était comme si vous étiez prédestiné, en fait, là, à reprendre la direction du RIMAS, parce que si on regarde ça, tu t'intéresses quand même à la délinquance sexuelle depuis le tout début, là, depuis Mon Jardin secret. Puis sinon, si on entre un peu plus là, dans ce qu'est le RIMAS, est-ce que vous pouvez nous parler un peu, c'est quoi ce regroupement-là? Est-ce qu'ils travaillent davantage pour les auteurs? Est-ce qu'on travaille pour les intervenants? Je vous laisse élaborer. Oui, en fait, le RIMAS, donc ça dit le regroupement des intervenants en matière d'agression sexuelle. Le mot intervenant est très large, c'est-à-dire que c'est une personne qui intervient au niveau de la problématique d'agression sexuelle. Alors, on travaille directement avec les intervenants qui, eux, travaillent auprès des auteurs d'infractions à caractère sexuel. Puis donc chez les intervenants, donc chez nos membres ils viennent d'un peu partout, c'est-à-dire que de différents milieux, donc le milieu communautaire, le milieu institutionnel, correctionnel, le milieu public, donc santé, services sociaux, et donc les gens peuvent être membres chez nous, que ce soit par leur organisme communautaire ou encore de façon individuelle. Donc, par exemple, ceux qui travaillent en pratique privée peuvent également être membres chez nous. Alors, dans le fond, on représente, on regroupe, mais dans plusieurs des actions qu'on fait, on les représente aussi. Donc, on regroupe l'ensemble des intervenants qui travaillent auprès de cette clientèle-là. Et donc, dans la mission du RIMAS, c'est de faire en sorte de promouvoir l'accès à des services spécialisés en délinquance sexuelle. Donc, et on va utiliser différents moyens pour arriver à remplir cette mission-là. Et cette mission-là, je crois qu'elle ne sera jamais désuète, c'est-à-dire qu'elle a été dès la fondation de l'organisation en 1996. Et je pense que dans 25 ans, cette mission-là va être encore d'actualité, c'est-à-dire que faudra toujours garder l'accessibilité des services pour cette clientèle-là parce que on croit et je dirais qu'on ne fait pas juste croire, mais on est convaincu qu'on fait partie de la lutte, on fait partie des acteurs qui travaillent dans la lutte contre les violences sexuelles. Alors, on est un acteur hyper important. Donc, comme on dit souvent, pas d'auteur, pas de victime. Exactement. Il faut aller chercher le problème à la source. Absolument. Absolument. Puis sinon, le RIMAS, qu'est-ce qu'il apporte aux membres? C'est quoi les avantages, en fait, là, de devenir membre de ce regroupement?
Le principal avantage, à mon sens, c'est vraiment que le RIMAS crée des occasions d'échange entre les professionnels qui travaillent auprès des auteurs. Donc, dans les occasions d'échange, on va parler de colloques, congrès, formations, journées de réflexion clinique. Sur le site Internet, on a un forum de discussion privée, là. Donc, depuis peu, on a un membre qui s'est ajouté à notre équipe, là, donc son rôle qui est responsable du développement des pratiques. Alors, il y a la création d'outils pour favoriser les meilleures pratiques dans les différents milieux, que ce soit au niveau de l'évaluation ou de l'intervention. Donc, le membre du RIMAS a accès à toutes ces mises à jour, je dirais, là, des bonnes pratiques en délinquance sexuelle et aussi de, justement, pas de briser l'isolement, mais plutôt de profiter des occasions d'échange avec d'autres intervenants, parce que travailler auprès des auteurs d'agressions sexuelles, c'est quand même, on n'est pas si nombreux au Québec à faire ce travail-là. Et donc, on ne vit pas de l'isolement, mais on est content quand on peut rencontrer d'autres membres qui portent la même mission, qui ont les mêmes objectifs, donc qui croient à la réhabilitation et qui travaillent à diminuer le plus possible le risque de récidive de ces auteurs-là. Alors, fait que le RIMAS contribue fortement là, à créer ce réseau-là, un réseau d'appartenance, là, à la limite, là. Oui, parce que non pas que c'est mal vu de travailler auprès des auteurs, mais c'est quand même difficile, je dirais, là, c'est mal vu dans la société quand même, là. On va être beaucoup plus poussé à aller vers les victimes, mais le travail auprès des auteurs reste quand même quelque chose de très, très important, là. Mais ça a toujours été très important, mais effectivement, c'est méconnu. C'est-à-dire que même pour un étudiant, par exemple, là, qui est intéressé aux sciences humaines, là, que ce soit dans le domaine de la psychologie, sexologie, criminaux, psychoéducation, travail social, ils vont avoir certaines fois la possibilité de prendre des cours en délinquance sexuelle. Donc oui, il y a des cours qui sont offerts, là, des cours universitaires en premier ou deuxième cycle, mais dans les cours obligatoires, il y a une inégalité. Donc, si on regarde le nombre de cours obligatoires offerts pour comprendre davantage tout ce qui est la victimisation, il y en a beaucoup plus que pour être plus à l'aise de travailler en délinquance sexuelle. Donc déjà là, on intéresse moins les étudiants à se diriger vers le travail en délinquance sexuelle. Et donc, déjà là, il y a une inégalité. Et des fois, là, ça s'améliore, mais on a encore beaucoup de travail à faire. Les gens ont l'impression que parce qu'on travaille auprès des auteurs, on est comme de leur bord, on est comme du côté sombre, là. Alors que c'est pas ça du tout. On travaille pour le même objectif, c'est de réduire le nombre d'agressions sexuelles. Alors, le travail qui est fait auprès de ces auteurs-là, ça a ça comme objectif, c'est de travailler à diminuer le nombre de victimes et on utilise différentes stratégies pour y arriver, mais à la base, on est poussé par la même motivation. Alors, donc oui, c'est difficile. Longtemps, on a été, je dirais, à la limite jugés. Là, on est moins jugé, mais notre place n'est pas faite, est pas, tu sais, les gens, je dis, de façon, il y a des exceptions, là, évidemment, là, mais c'est ça. Il y a certaines exceptions qui, eux, nous accueillent pas nécessairement à bras ouverts. Donc, la Non, place c'est n'est ça. pas faite de façon naturelle dans cette lutte contre les violences sexuelles. Mais c'est correct, ça fait partie de notre réalité. On travaille là, fort là, pour faire notre place, non pas parce qu'on veut une place, dans le sens juste parce qu'on veut être là, c'est Oui, parce c'est essentiel qu'on y soit. exactement. Donc, alors c'est pour ça qu'on travaille fort, puis qu'on continue, là, puis qu'on persévère, là, et puis ça se passe quand même bien, là, mais il reste qu'on a dû, là, au fil des années, être patient. Donc, quand on dit que Oui. ça fait 25 ans qu'on existe, mais on commence à peine à parler ouvertement de ces services-là, c'est que pendant toutes ces années-là, on a travaillé fort pour en arriver là, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, c'est ça, parce que pendant toutes ces années-là, vous avez travaillé fort justement, mais vous commencez à peine à recevoir de la reconnaissance de la part des organismes d'aide envers les victimes et de la part aussi des gouvernements en place, là.
Oui, absolument. Dans le fond, tous les ministères, les décideurs publics, je dirais, tu sais, ça fait déjà, mais en même temps, juste 5 ans que je suis en poste et il y a une très grande différence entre le moment où je suis arrivée. Donc, ce qui était dit, c'était quand il y avait des annonces, par exemple, d'aide financière, c'était dit du bout des lèvres ou pas dit du tout qu'il y avait un peu d'aide financière pour les services aux auteurs, alors qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus assumé comme discours. Donc, c'est dit haut et fort, c'est écrit noir sur blanc, donc il y a moins pas de honte, mais de malaise à dire qu'il y a de l'aide financière pour cette clientèle-là. Et donc, c'est sûr que le mouvement, moi aussi, MeToo, a joué un grand rôle là, dans l'avancement de cette réalité-là. Donc, ça a été positif là, parce qu'on en a, tu sais, on dit souvent, pas nécessairement d'agression sexuelle, mais tu sais, parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Mais on en a parlé beaucoup, beaucoup sur différentes tribunes des agressions sexuelles. Alors, c'était comme un bon événement ou en tout cas un bon timing là, pour qu'on reconnaisse davantage là, l'importance de ce qui est fait auprès des auteurs. Oui, parce que ça fait pas longtemps justement que vous passez dans les médias, qu'on vous offre que vous avez des demandes d'entrevues là, justement dans les quotidiens, à la télévision aussi, là. Oui, mais souvent, il y en a eu, tu sais, même avant mon arrivée, on a toujours été interpellés ici et là pour se positionner, mais souvent, malheureusement, puis ça arrive encore, souvent, c'est pour parler d'un sujet précis, tu sais, d'un cas précis qui est médiatisé, tout ça. Là, on voit davantage d'intérêt à ce qui est fait auprès de ces auteurs-là. Donc, non pas juste de se positionner, ce qu'on ne ferait pas de toute façon, se positionner sur un cas précis, mais oui, on se fait encore approcher pour ça, mais on se fait aussi approcher parce qu'il y a un intérêt, il y a une ouverture à entendre ce qui est fait. Donc, on sait maintenant qu'il y a des services qui sont offerts à ces auteurs-là, puis là, on veut savoir qu'est-ce qui est offert exactement, puis à qui ça s'adresse ces services-là. Est-ce qu'il y en a partout des services? Donc là, de plus en plus, là, on a ces demandes-là, ce qui est intéressant parce que ça nous permet de faire connaître à la population générale aussi qu'il existe des services et qui sont efficaces, puis qu'au Québec, on est organisé, on est professionnel, donc il y a des services rigoureux en place. Oui, il y a place à l'amélioration ou à la bonification parce qu'on parle de pénurie de personnel partout au Québec. On ne fait pas exception à délinquance sexuelle, mais il reste que, donc, c'est de plus en plus parlé, puis c'est ce qu'on vise et on est bien content là, que ça se passe de cette façon-là, mais on a travaillé fort pour arriver là aussi. Oui, tout à fait, là, puis ça vous permet de porter la voix justement des membres du RIMAS à l'extérieur des murs de l'organisme, là. Oui, parce C'est que une dans le belle fond, réalisation. l'organisme, le RIMAS, c'est des membres, dans le fond. Exact. Oui, c'est une organisation distincte, mais il reste qu'on représente les membres. Donc, quand on prend la parole, on prend la parole pour les membres du RIMAS et on essaie de faire entendre leur réalité, leurs besoins, ce qui se fait chez eux. Donc, c'est ça. Fait qu'on a un peu leur porte-parole, puis eux aussi sont capables de prendre la parole. Donc, quand ils sont interpellés, que ce soit par les médias ou d'autres partenaires, ils sont pas attachés à nous, ils ont carte blanche là, pour répondre aux différentes demandes, mais il reste que on a ce rôle-là de les représenter là, auprès soit des décideurs publics, des partenaires ou encore de la population générale. Oui, tout à fait. Puis vous parliez là, justement des réalisations du RIMAS, là, de vos sorties justement dans les médias et tout. Dans les 5 dernières années, quelles sont quelles sont les plus grandes réalisations en fait là, du RIMAS? Qu'est-ce qui a avancé davantage? Oui, je dirais j'allais dire il y en a plusieurs, là, mais c'est pas de façon hautaine que je le dis, mais il y a eu plusieurs réalisations. Pas nécessairement liées à l'espace médiatique, mais une des réalisations là, des dernières années, c'est, bon, en temps de pandémie, on a dû
s'adapter à cette réalité-là. Puis le premier, donc il y a eu une année où il y a un colloque qui n'a pas eu lieu, mais la deuxième année, étant donné que le colloque au RIMAS, c'est un événement qui est vraiment important au niveau du transfert de connaissances, on a organisé une formule uniquement virtuelle. C'était jamais fait au RIMAS et ça a été vraiment un beau succès. Donc, on a eu 225 participants. Généralement, en personne, on avait 125 à peu près annuellement. Donc, tu sais, il y a la qualité des présentateurs, présentatrices. Alors, vraiment, ça a été très, très apprécié. Donc, ça a été une belle réalisation parce que c'est beaucoup, beaucoup d'organisation pour un petit organisme. On est petit dans le centre de ressources. Là, ça a évolué depuis, mais reste que pour un organisme avec peu de ressources, on a réalisé quand même un colloque de grande qualité, là, puis très actuel là, dans les façons de faire. Fait que ça, c'est une des belles réalisations là, qu'on a fait. Et sinon, je dirais que depuis, je vais parler de mon arrivée, donc depuis les 5 dernières années, quand moi je suis arrivée en poste, j'étais la permanence du RIMAS, donc j'étais la seule employée du RIMAS et maintenant on compte 4 employés. Donc en 5 ans, on a créé 3 postes au sein du RIMAS, donc ça a fait en sorte qu'on rayonne davantage, que notre professionnalisme est davantage mis de l'avant et on répond de plus en plus aux besoins de nos membres. Donc, fait que ça, c'est quand même une belle fierté, je dirais, là, du RIMAS. Et donc, ça fait que ça fait partie des 2 belles réalisations, mais il y en a plein d'autres aussi. Des fois, c'est des réalisations à plus petite échelle, mais puis je dirais qu'une des réalisations qui appartient pas juste aux 5 dernières années, mais on parlait tout à l'heure d'une meilleure reconnaissance de l'importance de notre mission, des membres, etc. Ben, il y a une meilleure reconnaissance là, des différentes instances gouvernementales, puis ça, je trouve que c'est très positif autant pour nous, le RIMAS, mais pour nos membres et pour la société. Oui, tout à fait. Ça va aider encore plus à délier les langues, mais également à ouvrir les esprits, là. Absolument. Puis sinon, là, vous disiez que vous étiez toute seule à la permanence du RIMAS, donc c'est certain que ça ne devait pas être évident là, de gérer tous ces membres-là tout seul, mais est-ce que vous aviez des partenaires qui vous aidaient justement là-dedans, qui vous soutenaient dans votre mission? Oui, en fait, je dirais un partenaire de longue date, c'est l'Institut Philippe Pinel, donc et maintenant le Centre Forensia. Le Congrès international francophone en agression sexuelle existe depuis 2001 et ça a pratiquement toujours été le RIMAS et l'Institut de psychiatrie légale Philippe Pinel qui étaient co-organisateurs de cet événement international. Donc, on reçoit à peu près 600 personnes là, qui proviennent des différents pays francophones. Et donc, Pinel a tout le temps été, vous voyez, je le nomme Pinel parce qu'on a une bonne collaboration. C'est des grands amis. C'est des grands amis, fait que c'est Pinel, tu sais. Alors, donc c'est ça, fait que c'est des bons partenaires à nous. Et encore, là, on a organisé un webinaire international qui a eu lieu le 1er décembre. Donc c'est ça, fait que Pinel a été un partenaire important. Puis au fil des années, on a développé différents partenariats aussi avec, par exemple, un comité des regroupements nationaux en santé et bien-être des hommes qui a été constitué il y a quelques années, dont maintenant on fait partie. Alors, il y a une belle collaboration avec les différents regroupements là, en place. Et donc, on est partenaire avec différents, je dirais, chercheurs, équipes de recherche, parce qu'on croit beaucoup au fait que la clinique doit se baser sur la recherche. Donc, on travaille de plus en plus à faciliter le transfert de connaissances, donc du milieu scientifique vers le milieu clinique. Et je peux peut-être répondre
en arrière, en revenir en arrière pour répondre à l'autre question d'une des réalisations, qui est un partenariat important avec qu'on appelle le projet DSQ, donc qui est issu du RIMAS, c'est-à-dire que l'idée est venue du RIMAS d'avoir une recherche québécoise qui dressait le portrait de la clientèle qui fréquentait ou plutôt qui utilisait les services des différentes ressources communautaires ou des différentes ressources en communauté. Et tous les membres communautaires et de l'Institut de santé mentale à Québec et Pinel également. Alors, ça fait 11 collaborateurs. Et donc, cette recherche-là, donc on a aidé financièrement à partir de la recherche parce que ça répondait à nos besoins. Et par la suite, il y a eu d'autres, pas investissements, mais d'autres financements qui ont été cherchés grâce à je dirais, un fonds de base là, qu'on a pu donner là, aux deux chercheuses principales qui sont Joanie Espierson-Goulet de l'UQAM et Julie Carpentier de l'UQTR. Donc, c'est un beau projet. Ça fait déjà un peu plus qu'un an et demi là, qui a été mis en place, puis on collabore là, sans cesse avec eux. Puis l'ensemble des membres du RIMAS collaborent. Fait que on pourrait dire que c'est un projet vraiment très partenarial. Oui, oui, tout à fait. Puis c'est un beau projet aussi là, qui va vraiment éclairer la population sur la clientèle, puis sur la demande également, là, parce qu'on sait que les listes d'attente sont énormément longues, étant donné la pénurie de personnel. C'est une roue, en fait, hein. Oui, donc en connaissant davantage la clientèle, des fois, on peut mieux adapter les services en place. Donc, on parlait des projets là, comme le projet DSQ. C'est quoi les projets à court moyen terme du RIMAS? En fait, un projet qui peut pas sembler être un projet, mais c'en est un pour moi. Je parlais tout à l'heure qu'on avait 3 postes au sein du RIMAS, 3 postes supplémentaires. Donc, il y en a 2 qui sont permanents et il y en a un qui est temporaire, qui est le nouveau poste là, qui a été créé tout dernièrement, donc du responsable du développement des pratiques. Donc, c'est sûr que ce poste-là, qui, à mon avis, est très important, on n'a pas pu l'ouvrir de façon permanente parce que financièrement, on n'a pas la capacité de le faire. Et fait que mon projet, le projet du RIMAS, c'est vraiment de tenter de pérenniser ce poste-là pour qu'il devienne un poste permanent au sein du RIMAS parce que c'est essentiel là, pour une bonne continuité là, du développement des pratiques là, chez l'ensemble des membres du RIMAS. Fait que ça, je dirais que c'est un des projets. Et sinon, c'est sûr qu'on en a plein. Puis ici, au RIMAS, on a une équipe très pleine de projets. Et donc, on a toujours des beaux problèmes à dire, je pense qu'il va nous manquer de temps pour tout développer ces projets-là. Fait que je dirais qu'il faut, notre projet, ça va être de se discipliner à réduire le nombre de projets. Mais sans blague, là, l'autre projet qu'on va continuer là, à mener. C'est un projet qui touche nos différents projets. Je m'explique. Donc, c'est de faire évoluer les mentalités afin que les services aux auteurs soient mieux perçus. Donc, on disait qu'on avait fait beaucoup d'avancements à ce niveau-là, mais il y a encore place à l'amélioration. Puis, donc, qu'ils soient mieux perçus, mieux acceptés, puis qu'ils fassent naturellement partie de la lutte contre les violences sexuelles. Donc là, on a fait avancer les choses, mais vu qu'il y a beaucoup de place à l'amélioration, mais je dirais que dans l'ensemble de nos actions qu'on va mettre en place dans les prochaines années, ça va toujours avoir ça comme objectif. Donc, c'est pour ça que je dis que ce projet-là va être, va se faire vivre, si on veut, par les différents autres projets. Oui, ça va être un sous-projet de tous les projets à venir du RIMAS. C'est bien dit, oui. Puis sinon, après 5 ans, comme ça, je vois que votre motivation est toujours bien réelle, mais pouvez-vous nous en dire un peu plus? D'où est-ce que vous vient cette motivation-là à diriger, parce que le RIMAS reste quand même un OBNL. Donc, Mais être DG d'un organisme, d'un OBNL, là, c'est un peu d'être un entrepreneur, d'être chef d'entreprise. C'est-à-dire que c'est comme de vouloir faire développer ton entreprise. Quand tu crées une entreprise, c'est que tu crois au produit que tu vends. Moi, je ne l'ai pas créé. Le RIMAS, par contre, je crois fermement à la mission de l'organisme. Donc, je suis aussi motivée pour faire avancer cet organisme-là. D'autant plus que c'est
ça a un effet, je dirais, provincial. C'est que nos actions sont non pas régionales, puis c'est correct, là. J'en ai géré d'autres organismes qui étaient régionaux, mais c'était à portée provinciale. Et donc, je trouve que c'est ça qui est motivant parce qu'on a à faire avancer ce dossier-là. Puis, je trouve que c'est ça ma motivation première. Puis, je dirais que ça devrait être la motivation première de l'ensemble des directions générales d'organismes communautaires. Donc, tant que je vais croire à la mission puis que je vais sentir que tous les efforts qu'on met à faire avancer, ben, qui portent fruit, ben, c'est ce qui va garder ma motivation en place. Ah, mais c'est magnifique. Puis je vous remercie vraiment beaucoup de vous être prêtée au jeu ce matin, Stéphanie, parce que le balado du RIMAS reste quand même un autre projet du RIMAS. Et puis, il n'y a pas meilleure personne, je crois, pour porter le message de l'organisme que sa directrice générale. Puis je pense que vous l'avez vraiment très, très bien fait ce matin. Je vous remercie beaucoup d'avoir participé. Puis sinon, si je peux vous laisser le mot de la fin, est-ce que vous auriez quelque chose que vous aimeriez justement partager à tous ceux qui vont écouter et partager le balado? Ben, en fait, je dirais que j'allais dire le succès du RIMAS, mais en tout cas, l'atteinte de la mission du RIMAS repose pas juste sur la direction générale, repose sur l'équipe dans son entièreté. Donc, puis c'est grâce à une équipe qui est bien ficelée là, qu'on peut atteindre des objectifs. Donc, voilà. Mais merci beaucoup, Stéphanie. Puis j'espère qu'on aura la chance de se reparler peut-être dans un an, dans une future capsule du balado. Ben, ça me ferait plaisir. Merci beaucoup.